Bonjour, dans cette capsule, je vous présente les différentes évaluations pour votre cours. Il y a 7 évaluations pour votre cours, plus une 8e évaluation qui arrive en point boni, donc une 8e qui n'est pas obligatoire. Il y en a 7 qui sont obligatoires. Si vous avez assisté au premier cours, notre première rencontre par Zoom, vous avez déjà toutes ces informations-là. Donc ici, ce ne sera pas rien de nouveau. Je fais tout simplement reprendre un peu une synthèse de ces informations-là dans l'éventualité où il y aurait des personnes, par exemple, avec des inscriptions tardives qui auraient manqué le premier cours, qui auraient eu un problème de connexion ou, enfin, pour quelque raison que ce soit, si vous avez manqué le premier cours lorsque je faisais cette présentation-là, voilà, vous allez pouvoir y avoir accès. Et autrement, bien, si en cours de session, vous voulez vous y référer à nouveau, vous voulez vous rafraîchir la mémoire, vous rappeler, OK, c'est bon, ben voilà, ça va être ici, vous allez avoir les indications. Vous pouvez, si vous voulez les voir à l'écrit, là, les évaluations sont listées sur le site Internet de votre cours. Si vous allez sur la page du plan de cours, dans la section sur les évaluations, vous avez ça là. Et si vous voulez aussi savoir à quel moment arrivent les évaluations dans votre session, sur le site du cours aussi, sur la page de la carte du cours. Là, sur la carte du cours, vous allez avoir vraiment un visuel de tout ça avec les dates. Donc, selon votre groupe, vous regardez, selon votre journée, vous choisissez les 5 groupes qui sont indiqués avec les dates. Donc, vous regardez si vous êtes un groupe du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ben vous prenez la date qui est associée. Donc, sur la carte du cours, vous allez pouvoir avoir les moments des évaluations avec les dates. Puis, si vous regardez sur le plan de cours, vous avez la liste aussi. J'y vais maintenant. Donc, première évaluation, ça va être un 10% pour des travaux sommatifs, là, ça va compter, travaux de sous-groupe qui va porter sur les notions fondamentales, les notions de base, ainsi que sur les travaux de Kohlberg sur le développement du jugement moral. Donc, c'est des éléments qu'on va voir rapidement au sens de très tôt dans la session, parce que les notions de base, évidemment, commencent par là. Vous allez les voir dans des capsules, mais on va les retravailler aussi dans nos rencontres en direct par Zoom. On va pouvoir en discuter. Vous allez pouvoir avoir des exercices aussi en sous-groupe. Donc, ça va être travaillé. Lorsqu'on va arriver à cette évaluation-là, ce qui est noté 10% travaux sommatifs de sous-groupe, ça va être de travailler avec des plus petites équipes sur un ensemble de questions qui vont porter sur les différentes notions de base et aussi plusieurs éléments essentiels de Kohlberg. Donc, il va y avoir des notions un peu plus de compréhension, des fois des notions de mise en application, par exemple sur les stades. Je pourrais vous dire de développer un argument qui correspondrait aux caractéristiques de tel ou tel stade, qui se rapporterait donc ce qui aurait été vu. Donc, je peux voir par là, ben, si vous pouvez développer un type de raisonnement qui serait de stade 2, de stade 3, etc. Ça permet de voir si vous maîtrisez les indications. Donc, on en reparlera un peu avant, là, une fois que vous allez avoir vu les notions, ça va être plus concret, là, plus précis, mais ça va tourner autour de ça. J'en profite tout de suite pour donner une indication générale, étant donné le contexte, là, au moment où j'enregistre, il y a un couvre-feu au Québec. Donc, vous comprenez le contexte, là. Il n'y a pas de cours en présence, donc les évaluations vont aussi être en distance. Donc, je fais tout de suite la petite parenthèse. Évidemment, dans chacune des évaluations, je tiens compte du fait que le cours est à distance. Donc, vous allez avoir droit à toute votre documentation. Ça sert à rien de vous interdire des choses où finalement je ne ferais que pénaliser les personnes qui respecteraient un interdit que je pourrais pas valider, là. Donc, vous allez avoir droit à toute votre documentation, y compris la réécoute des capsules. Mais en même temps, selon les évaluations, la durée va parfois faire en sorte que vous ne pourrez pas réécouter toutes les capsules, vous ne pourrez pas tout refouiller. Fait qu'il y a quand même ces éléments-là. Ça varie selon
selon les évaluations. Certaines autres évaluations, à l'inverse, je vais vous laisser plus de temps justement pour retravailler ça, pour vraiment approfondir ça. Mais sachez à l'avance, là, même si je vous en reparlerai avant chacune des évaluations, sachez à l'avance que puisque les évaluations se font à distance, je les conçois de telle sorte qu'elles sont réalisées à distance. Donc, je vous permets votre documentation, mais je construis les évaluations aussi en fonction de ça, avec des attentes en fonction de ça. Et pour ce qui est des questions de plagiat ou ce genre de choses-là, il y a des logiciels là, pour repérer le plagiat, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup plus simple que ça. Mes yeux de prof depuis 2005, sont habitués. Je sais que selon la façon de formuler les questions, je peux formuler les questions de telle sorte que le développement implique des apports personnels et à ce moment-là, pas besoin de logiciel, juste à l'œil, je peux repérer là, si c'est la même chose que le travail d'un autre ou pas. Là. Il y a différents moyens, tout simplement, en concevant les évaluations dans un contexte comme celui-là, qui permettent tout simplement là, de gérer ça. Je vais pas plus loin dans ces considérations-là, mais donc, premier 10%, c'est un travail en équipe que vous allez faire par Zoom. Donc, pour ce travail-là, bien, vous allez avoir droit à toute votre documentation, mais vu qu'il va être à faire en équipe, pendant une rencontre de sous-groupe, là, Zoom, selon vos petites équipes, bien, il va avoir un temps plus limité, là, contrairement à d'autres évaluations. Ensuite, deuxième évaluation, 5% pour la remise la première remise de la première partie du carnet de route. Et ici, je peux tout de suite anticiper avec une autre évaluation, il va y avoir un deuxième 5% pour une deuxième remise du carnet de route. Si vous voulez savoir à quoi sert le carnet de route, qu'est-ce que c'est, etc., je vous renvoie à la capsule point d'information. Donc, dans la capsule point d'information, je fais vraiment tout le détail là, du déroulement du cours, du fonctionnement du cours, comment est-ce qu'on va procéder. Et là-dedans, entre autres, je vous donne les indications beaucoup plus précises sur le carnet de route. Mais le nom l'indique, carnet de route, c'est quelque chose pour garder des traces de votre cheminement, de votre itinéraire de cours, de votre parcours. Donc, je vais le ramasser à deux moments, vers la mi-session et à la toute fin de la session. Et dans ce carnet-là, entre autres, il y a plusieurs choses, là, mais entre autres, pour guider votre attention pendant l'écoute des capsules vidéo, pour les portions qui vont être en asynchrone avec les capsules vidéo, bien, pour chacune des capsules, je vous mets aussi une série de questions. Ça fait en sorte que votre attention peut être un petit peu mieux ciblée. Disons, en écoutant une capsule, vous pourriez dire, OK, ça va, je comprends à peu près, mais qu'est-ce que je dois retenir? Qu'est-ce que j'aurais dû en tirer? Ben là, les questions, vous pouvez les regarder avant, OK, ça oriente un peu votre attention, vous pouvez les regarder après, ça permet de voir, OK, est-ce que vous avez saisi les points essentiels? Mais dans le carnet, quand je vais le ramasser, je ne ferai pas une correction de vos réponses à ces questions-là en regardant si c'est des réponses complètes, cohérentes, bien argumentées, ou ça sera pas, c'est pas l'objectif du carnet de route. Donc, l'objectif, ça va être plutôt de regarder est-ce que vous en êtes vraiment servi pour vous garder des traces. Et là, il y a différentes façons de procéder et je vous invite vraiment à développer là, la manière qui va être la plus intuitive pour vous, mais ça peut être dans certains cas, vous mettre des mots-clés, des points de repère à une mémoire. Ça peut être des renvois, par exemple, à « OK, cette question-là, je sais que j'ai ça dans mes notes de cours, telle page. » Donc, une façon de procéder. Il y a différents éléments, mais donc, remise du carnet de route qui va être en deux étapes, là, la première partie vers la mi-session, puis à la fin de la session, c'est vraiment pour voir un peu le cheminement et c'est aussi pour vous encourager, puis vous fortifier dans un bon suivi, cours après cours, semaine après semaine, en gardant des traces écrites de tout ça. Autre type d'évaluation, il va y avoir pendant la session une dissertation applicative de théorie éthique en philosophie qui va compter pour 20%. Donc, cette dissertation-là, 20% en cours de session, il va s'agir d'expliquer et surtout d'appliquer à un problème éthique deux théories philosophiques. Donc, pour la dissertation en cours de session, ce sera la perspective de la déontologie kantienne ou morale du devoir de Kant et la perspective utilitariste. Rapidement,
une particularité du modèle de dissertation dans le cours ici, c'est que c'est vraiment une dissertation applicative. Et là, je vous donne peut-être des détails en repartant un petit peu de plus loin, là, mais d'une certaine façon, c'est toujours à recommencer à chaque cours de philo parce que dans chacun de vos cours obligatoires de philosophie au cégep, c'est chaque fois un modèle de dissertation qui est différent. Donc, dans votre tout premier cours de philo, c'était un modèle qu'on appelle argumentatif. Donc, vous aviez une question philosophique. Là, les détails peuvent varier un peu selon votre prof, mais le modèle reste toujours similaire. Là, c'est des barèmes communs. Vous aviez, supposons, une question philosophique, genre, est-ce qu'il existe réellement une vérité au niveau des jugements de valeur? Ou vous pouvez avoir une question, est-ce que le plaisir est un guide fiable pour ne pas passer à côté de sa vie? Est-ce que le plaisir est un guide fiable pour être heureux ou au contraire, est-ce que ça peut nous amener à gâcher notre vie, à la gaspiller? Bon, c'est des exemples de questions philosophiques. Vous pouvez avoir quelque chose comme ça. Et là, dans le modèle argumentatif, dans votre premier cours de philo, bien, il s'agissait de montrer que la question est réellement philosophique, qu'elle est fondamentale, qu'elle est controversée. Ensuite, il s'agissait de définir les principaux concepts clés de la question. Ensuite, prendre position en donnant un argument que vous pouviez développer et illustrer pour défendre votre position. Ensuite, un autre argument pour l'objection, les personnes qui défendent la position contraire. Et ensuite, un dernier argument pour votre position aussi. Ça, c'est le modèle argumentatif que vous aviez dans votre premier cours de philo. Lorsque vous êtes arrivé en philo 2, le cours sur les conceptions de l'être humain, là, c'est un modèle de dissertation qu'on appelle comparatif. Il s'agissait de comparer des conceptions de l'être humain autour de certains thèmes. Par exemple, là, ça pourrait être, on pourrait être dans un modèle comparatif demander de comparer les conceptions de Sartre et de Nietzsche autour des notions de liberté. Est-ce que l'être humain est réellement libre ou est-ce qu'il n'est pas plutôt déterminé? Bon, ben là, vous pouvez résumer c'est quoi la conception de l'être humain dans une perspective existentialiste sartrienne, c'est quoi la conception de l'être humain dans une perspective comme celle de Nietzsche, puis c'est quoi les similitudes, les différences, etc. Donc ça, c'est un modèle comparatif et forcément, c'est un modèle qui fait appel davantage à des éléments plus théoriques parce qu'il faut maîtriser les théories pour pouvoir les comparer. Dans le troisième cours de philo, donc cours de philosophie éthique, ce cours-ci, là, c'est un modèle de dissertation applicatif. Donc, il s'agit d'appliquer les théories. C'est ce qui fait en sorte que c'est le modèle qui se travaille de la manière probablement la plus concrète parce que il s'agit, oui, de comprendre les théories, de voir leurs critères, mais le morceau essentiel, c'est de pouvoir les appliquer. Donc, la façon que je vais procéder pour ce type de dissertation-là, et pour les exercices aussi, on va pratiquer tout ça, on va en faire des pratiques, là. La façon que je vais procéder, c'est que je vous donne une mise en situation qui implique un problème éthique. Par exemple, supposons que vous êtes ingénieur chimiste, vous devez inspecter des conduits, vous vous rendez compte qu'il y a des substances sur ces conduits-là qui peuvent provoquer une explosion. Vous avisez votre supérieur immédiat et il vous dit, bon, pas d'argent à mettre là-dedans, fais comme si tu n'avais rien vu. Là, il pourrait y avoir un problème éthique. Là, on pourrait se demander qu'est-ce qui doit prévaloir. D'un côté, il pourrait y avoir une valeur de respect de l'autorité. On pourrait dire, on peut être partagé d'un côté. Certains pourraient dire, ben, c'est le supérieur hiérarchique qui est peut-être en meilleure position pour prendre les décisions, décider si oui ou non, il faut immédiatement agir, même si ça semble aller contre notre conscience. Bon, il pourrait y avoir d'un côté respecter disons, la position d'autorité de la personne qui, en principe, devrait être imputable de la décision. Mais il pourrait y avoir aussi l'autre option, bien, si vous avez des soucis que ça puisse exploser, vous pourriez vous dire peut-être que je devrais alerter l'opinion publique, peut-être que je devrais alerter les médias. Là, la valeur, ça pourrait être dans ce cas-là la sécurité publique. Évidemment, selon le choix, il va y avoir des conséquences. D'un côté, il y a un risque, si jamais ça explose, et ça se peut que vous dormiez mal. Vous allez avoir une certaine responsabilité pour ne pas avoir
dit qu'il y avait un danger, ou en tout cas pas avoir porté ce message-là. Mais de l'autre côté, si vous alertez l'opinion publique, dans un type de mise en situation comme ça, il y a aussi des conséquences. Et une des conséquences, bien, ça va nuire à l'entreprise, elle va pouvoir perdre des contrats, et ça se peut aussi que ça nuise à votre carrière. Donc ça, c'est simplement un exemple, mais dans une dissertation applicative en éthique, on parle d'une mise en situation. C'est un exemple que je vous donne. Ensuite, il s'agit d'expliquer et d'appliquer des théories éthiques. Donc, dans la dissertation, 20%, première théorie qui sera appliquée, ça va être la morale du devoir de Kant. Donc, il s'agira de résumer comment raisonne quelqu'un qui adhère à l'éthique ou la morale du devoir de Kant. Donc, selon la déontologie kantienne, comment est-ce qu'on devrait procéder pour établir qu'est-ce qui devrait être fait, qu'est-ce qui serait une bonne manière de faire, qu'est-ce qui devrait être, et qu'est-ce qui est qu'une question de préférence ou contraire à des devoirs. Donc là, il s'agit de résumer les différents critères, les différents filtres qu'on regardera pendant la session. Je ne rentre pas dans le détail de ça. Mais ensuite, ça va être le plus grand morceau de la dissertation et c'est là que je peux voir plus votre appropriation personnelle. Il s'agit d'appliquer ensuite ces critères-là. Donc, l'application change pas d'une personne à l'autre puisque ça reste les mêmes critères, mais la façon d'aller mettre en œuvre l'application, là, il y a une implication là, de votre part qui implique une bonne compréhension de la théorie. Donc, vous appliquez une première théorie et ensuite, c'est la même chose avec une deuxième théorie, donc pour la dissertation de 20% pendant la session. La deuxième théorie, ça va être l'utilitarisme. Donc, là, même chose. Vous résumez. Bon, bien, quelqu'un qui adhère plutôt à l'approche utilitariste. C'est quoi ces critères? Bon, contrairement à l'approche déontologique, l'approche utilitariste va fonctionner au cas, par évaluation des conséquences, en cherchant à maximiser le bonheur du plus grand nombre. Mais pour éviter une exploitation des minorités, il va avoir des critères, entre autres l'intensité. Pour considérer aussi la durée, etc., il va avoir différents critères. Donc, ensuite, et là, c'est le plus grand morceau de la mise en application de l'utilitarisme à ce moment-là, c'est d'appliquer un calcul utilitariste au problème éthique, à la mise en situation qui sera donnée. Donc, pour les différentes options face aux problèmes éthiques, dans l'exemple que je vous ai donné, se référer à l'autorité de votre supérieur qui prend la décision, ou vous référez plutôt à votre conscience qui vous dit non, c'est problématique, j'alerte l'opinion publique. Puis là, il s'agit d'appliquer le calcul selon la façon que les utilitaristes appliquent les calculs, avec les différents critères pour éviter certains dérapages. Donc, les critères utilitaristes qu'on va voir en détail. Là, c'est un petit peu général ici ce que je vous dis là. On va le regarder en détail, on va le pratiquer, etc. Mais donc, ça, c'est un autre type d'évaluation. Pour cette première dissertation-là, en cours de session, vraiment pour qu'on s'approprie bien les choses, je vais vous laisser un laps de temps quand même plus substantiel pour faire cette dissertation-là. Elle va être à faire forcément chez vous, là, puisque les cours sont à distance. Donc, je vais vous donner droit aussi à tout votre matériel et je vais laisser un laps de temps plus grand aussi pour permettre, dans le fond, la réécoute de certaines parties des capsules. Donc, l'objectif ici, ça va être, oui, de valider, mais en même temps, vous ne pourrez pas juste recopier ce qui serait dans les capsules parce que ce qui va surtout être évalué, ça va être la mise en application. Donc, avec la mise en application, c'est pas juste répéter ou recopier des bouts écoutés dans les capsules. Donc, ça me permet de donner une évaluation qui demeure substantielle puisque c'est essentiellement l'application. Puis là, à chaque cas, l'application, elle est particulière au cas. Mais en même temps, vous, pour vraiment bien intégrer les théories, sur cette dissertation-là, je vais vous laisser plus de temps pour que vous puissiez justement retourner voir des éléments si c'est utile, si c'est nécessaire. Autre évaluation, il va y avoir un premier 10% travaux réflexifs sur l'évaluation critique de la morale du devoir de Kant, sur l'évaluation critique de la perspective utilitariste et sur l'évaluation critique des différentes positions
et tendances qu'on retrouve, principales tendances, là, très diverses parfois, qu'on retrouve en éthique animale et en éthique de l'environnement. Donc, ce 10% en travaux réflexifs, là, ça va être à faire individuellement et ça va être des questions de réflexion personnelle et critique autour d'éléments donc qui vont venir couvrir, je pense que le nom le dit, qui vont venir couvrir l'évaluation critique des théories qu'on va avoir vues. Chaque théorie philosophique a toujours ses angles morts, a toujours des points aveugles, des critiques ou des problèmes qui peuvent en découler. Et pour chacune des théories qu'on va examiner, je vais vous expliquer évidemment les fondements, les justifications. J'ai essayé de vous présenter ça de façon la plus claire, la plus limpide, mais on va aussi, chaque fois, regarder quelles sont les principales critiques adressées à ces perspectives-là, quelles sont les principales faiblesses ou points aveugles ou problèmes que peuvent soulever chacune de ces théories-là. Donc, dans le 10%, travaux réflexifs sur l'évaluation critique de la morale du devoir de Kant, sur l'évaluation critique de l'utilitarisme et sur l'évaluation critique des différentes perspectives qu'on va voir en éthique animale et en éthique de l'environnement, ben là, il va s'agir de travailler différents aspects. Je n'entre pas plus précisément là-dedans parce qu'une fois qu'on va voir la matière, je vais pouvoir vous en reparler, puis je vais pouvoir vous en reparler de façon beaucoup plus concrète lorsqu'on va avoir vu des éléments. Mais donc, ça va être ici 10% de réflexion personnelle, critique, analyse autour justement des parties d'évaluation critique des théories. Donc, il vient couvrir, remarquez, des aspects qui ne se retrouvent pas nécessairement dans l'application telle que ça va être fait dans la dissertation précédente là, que je vous ai parlé. Ensuite, il va y avoir un deuxième 10%, travaux réflexifs sur les débats qui entourent la théorie de la justice de Rames. Donc là, ça va être le même principe que ce que je viens de vous parler, mais les travaux autour travaux de réflexion autour de différentes questions, de différents sujets, ben là, ça va porter sur d'autres éléments qu'on va avoir vus à ce moment-là dans la session, qui vont tourner autour des débats sur la théorie de la justice de Rames. Donc là aussi, autour des justifications et des critiques qui entourent la théorie de la justice de Rames, mais c'est une théorie aussi où il y a beaucoup de débats. Et ici, là, je dis la théorie de la justice de Rames, mais en prenant cette expression-là, j'inclus aussi les théories opposées à la perspective de Rames ou les perspectives concurrentes. Donc, pour résumer, je dis théorie de la justice de Rames et les débats, mais ça inclut aussi les perspectives qui sont opposées. Donc, là, ça va être un peu le même principe. Et j'organise aussi les choses en sachant que c'est des évaluations à distance. Donc, vous allez avoir droit à vos notes, toute votre documentation pour pouvoir réécouter, mais en même temps, dans le cadrage de l'évaluation, je m'organise pour faire en sorte que ça implique vraiment un travail assez profond de réflexion personnelle. Donc, voilà pour les évaluations qui vont être à l'intérieur de la session. Ensuite, la dernière évaluation qui va rester dans la session des examens, là, après la 15e semaine, ça va être l'évaluation synthèse du cours. Donc, je pense que vous êtes habitués, là. Donc, l'évaluation synthèse va compter pour 40% et c'est un modèle de dissertation aussi. Donc, c'est le même modèle, là, une dissertation applicative. Donc, là, ça va être un problème éthique différent. Et les étapes, ça va reprendre les éléments de la dissertation faite en cours de la session. Donc, où il s'agit d'expliquer, d'appliquer deux théories éthiques. Et ensuite, il va s'ajouter une partie prise de position personnelle et critique. Et là, ça va reprendre des éléments que vous allez avoir pu travailler et vous exercer dans les travaux réflexifs, là, travaux de réflexion personnelle autour des évaluations critiques des théories. Donc, dans l'évaluation synthèse du cours, je vais y aller avec aussi une mise en situation, un problème éthique. Et là, bien, il va s'agir d'appliquer
deux théories éthiques. Et il va s'agir aussi de prendre une position personnelle et critique. Là, ça va faire intervenir un petit peu plus les évaluations critiques des théories, prise de position, etc. Les étapes en tant que telles des dissertations, la dissertation finale comme la dissertation en cours de la session, vous avez les étapes dans des capsules là, sur le site du cours. Si jamais vous voulez voir à l'avance, vous pouvez toujours aller voir. Mais évidemment, je vais vous en reparler en temps et lieu. Là, ça va aller mieux une fois rendu là, parce qu'il va y avoir de la matière là, un petit peu plus concrète là, pour illustrer ça de façon moins abstraite. Là. Tant qu'on n'a pas vu la matière, ça reste plus abstrait, je présume, pour vous. Ça fait le tour des évaluations. Il reste simplement une possibilité de 3 points bonus pour un compte-rendu sur une conférence de Charles Taylor. Donc, c'est pas obligatoire, c'est une possibilité de points bonus, donc que vous pouvez aller chercher jusqu'à un 3 points, là, 3% en points bonus. La conférence de Charles Taylor porte sur le thème identité et laïcité, et la conférence a été filmée, là, et la vidéo, elle est disponible aussi sur le site, sur la même page où est regroupé, dans le fond, l'ensemble des capsules vidéo. Donc, si vous allez sur la page des capsules, dans le bas de la page, vous avez la captation vidéo de la conférence de Charles Taylor. Pour le compte-rendu, donc c'est un compte-rendu pour lequel je dirais je laisse une certaine liberté sur la forme, c'est-à-dire que j'impose pas d'étape ou de forme particulière, mais comme le nom l'indique, ça doit rendre compte de la conférence, donc rendre compte que vous avez écouté et saisi la conférence, mais je vous laisse une certaine liberté là dans la façon d'organiser votre compte-rendu, c'est-à-dire vous pouvez faire un compte-rendu sur l'ensemble de la conférence, mais vous pourriez aussi décider de faire un compte-rendu qui traite davantage d'un point spécifique qui aurait plus retenu votre attention. Donc, ça se peut que ce soit plus un aspect discuté pendant la conférence qui retienne votre attention, puis vous décidiez de faire le compte-rendu en mettant l'accent vraiment sur un aspect, ou ça pourrait être sur 2 aspects, ou ça pourrait être sur l'ensemble de la conférence. Donc, je vous laisse une marge de manœuvre là-dedans, mais il s'agit tout simplement de rendre compte de la chose. Donc, ça fait le tour des évaluations. Donc, il y a 2 fois 5% pour le carnet de route que je vais ramasser mi-session et à la fin. Ensuite, il va y avoir une dissertation. Je dis ensuite, mais c'est pas dans cet ordre-là forcément. Là, je regroupe les morceaux. Mais ensuite, il va y avoir une dissertation 20% en cours de session qui prépare aussi, qui permet d'assimiler les choses. Il va y avoir aussi des travaux de réflexion personnelle et critique, donc sur l'évaluation critique d'éléments qu'on va voir, sur la discussion de ces évaluations critiques-là, décortiquer tout ça. Donc, il va y avoir ça aussi. Et l'évaluation synthèse là, qui va être sous forme de dissertation et qui va reprendre, dans le fond, les morceaux de la dissertation faite en cours de session, mais reprendre, je dis, sous la forme. Là. Évidemment, ça va être avec un problème éthique différent, donc qui va entraîner des applications différentes. Là. Ça va être une nouvelle dissertation, mais qui va reprendre à peu près le modèle de la dissertation en cours de session. Modèle auquel va s'ajouter la partie prise de position personnelle et critique. Et là, vos travaux de réflexion dans les évaluations critiques vont pouvoir être mis au bénéfice du travail là, dans cette dissertation-là, cette partie-là de l'évaluation synthèse. Donc voilà.